Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on est ensemble pour le 10h midi, vendredi 13. Faut jouer au loto aujourd'hui. On a peut-être des chances avec tout ce qui se passe de gagner et de pouvoir partir très très loin. 0826 300 300 avec vous pour commenter l'actualité avec Nicolas Vidal. Bonjour, directeur de la publication de Putsch, le magazine Franc-Tireur. Alexis Bachelet, ancien député PS. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise. Votre entreprise, c'est AB Consulting. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Et Najwa El Haïté qui devrait arriver, qui est élue d'Evry. Elle a publié Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan. Et à mon avis, elle a un petit peu de mal à arriver parce que ça roule très très mal. Grève, faut-il une trêve à Noël? Eh bien voilà Najwa qui vient d'arriver. Seniors, on parle des retraites, mais moi j'aimerais bien qu'on parle de l'emploi également et de l'emploi des seniors qui sont les plus discriminés à l'emploi aujourd'hui. Et puis on va dire quand même quelques mots de la Grande-Bretagne qui confirme Boris Johnson, la revanche du peuple. 0826 300 300. Appelez-nous pour témoigner, pour nous dire si vous êtes ce qu'on appelle senior. Alors à partir de quel âge ça commence senior? Moi j'ai entendu des gens dire 40 ans c'est senior. Pour l'emploi, ça devient de plus en plus compliqué de travailler effectivement au-delà d'un certain âge. On en parle donc avec vous et on attend vos témoignages. 0826 300 300 et sur le Facebook de l'émission. Commençons peut-être avec Alexandre. C'est un sujet qu'on a beaucoup traité hier mais qui mobilise beaucoup nos auditeurs également. Et forcé de constater, on peut peut-être faire un calendrier de l'Avent à l'envers. Jean-Paul Delevoye est toujours là. Jean-Paul Delevoye est toujours là. Ce qui est terrifiant dans cette affaire avec Jean-Paul Delevoye, c'est qu'on a vraiment l'impression que les années se suivent et aucun dirigeant politique de haut niveau ne prend la mesure du fait que ceci n'est pas possible. On ne peut pas, à un moment donné, choisir d'enfreindre les règles et de faire semblant de dire « Ah désolé, je ne savais pas ». Voilà. Parce que ce que vont penser les Français, et peut-être à juste titre, c'est de dire « C'est pas la théorie du mouton noir ». Il y a de temps en temps un petit mouton noir dans un grand troupeau blanc. Il n'y a que des moutons noirs dans ce bazar de l'appareil politique et ça va finir par poser, je pense, ça pose et ça posera de plus en plus des problèmes majeurs parce qu'on voit bien qu'on est dans un schéma de défiance, on voit bien que la parole publique n'est jamais crue, même quand il s'agit d'une catastrophe comme celle de Lubrizol, le préfet ne peut plus parler en étant compris, on n'accepte plus l'autorité de l'expert, on remet en cause la parole publique de manière générale, mais c'est vrai que ceux qui en sont les premiers défenseurs se comportent d'une manière ou ambiguë ou trouble ou malhonnête. Et là, en l'occurrence, dans le cas de M. Delevoye, franchement, voilà, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui, en plus, est aussi expert de la chose publique, c'est pas le premier venu, et qui dise, finalement, je garde l'argent, je cumule tout, puis on verra bien, non, on voit pas, et s'il sort, c'est non, justice. il n'a pas dit qu'il gardait l'argent, il a non, dit mais c'est trop facile, c'est trop facile, voilà. C'est trop facile, on m'a pris la main dans le sac, je rembourse. Pardon, c'est pas légal, demain, si vous faites prendre dans la rue... un malfaiteur qui ferait ça, il va à la banque, il braque, il dit, ah non, mais finalement, même un citoyen lambda avec l'URSSAF. Je savais pas que c'était interdit de braquer, je vais rendre l'argent. C'est ça. Non mais voilà, donc si c'est le coup de sa place, bien fait pour lui. C'est quand même assez étonnant, non? Et qu'il n'y ait pas de réaction même politique depuis hier. Mais moi je suis d'accord avec vous, mais en plus ça montre la collusion de Delevoye avec cette réforme des retraites aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est extrêmement important de ce conflit d'intérêts entre le monde, on va dire assurantiel, je regarde ce mot, mais ce monde assurantiel, et ça, c'est au-delà, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est au-delà, et là, vraiment, la pilule passe très mal, parce que les Français, s'informent de mieux en mieux, c'est vrai et ça passe mal. Oui, quand je dis Delevoye, en ce moment, ça passe de plus en plus mal, donc voilà, mais les Français s'informent de mieux en mieux, et je crois que c'est une bombe à retardement qui a déjà explosé d'ailleurs. Toute l'équipe du Modem, l'affaire Ferrand, l'affaire Benalla, à un moment donné, ça fait un espèce de chapelet de... le Rassemblement National n'échappe pas non plus. C'est pas pour excuser, attention. C'est la classe politique. Mais voilà, le Rassemblement National n'est pas non plus exemple de... Voilà, mais ça c'est... Oui, mais c'est des... Je suis désolée, c'est des élus. Il y a des élus parmi ce parti politique et donc quand on exerce des responsabilités publiques, eh bien on se doit d'être exemplaire. Et donc le Rassemblement National, il y a cette affaire d'emploi fictif. Le Rassemblement National, vous rétorquerez que pour l'instant ils sont mis en examen et ils ne sont pas condamnés. Dans le cas de M. Delevoye, c'est factuel. Il a reconnu, il a remboursé. Il y a eu des mises en examen. Non mais là il n'est pas mis en examen. Lui il a compris qu'il avait enfreint la loi.
fera la loi en tant que ministre. Il a violé la Constitution. En tous les cas, c'est vrai qu'à l'heure de la défiance de la parole publique, non, je trouve pas. Attendez, je trouve pas normal qu'il ait fait un tel oubli. Ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'à l'heure de la défiance de la parole, vous pensez que c'est pas l'appât du gain? Il a violé la Constitution. Il n'avait pas le droit en tant que membre du gouvernement d'avoir un autre activité professionnelle. À l'heure de la défiance de la parole publique, c'est vrai que c'est dommage et dommageable. Ça, c'est clair. Puis il est maintenu par l'exécutif aussi. Soyons clairs. Comme Richard Ferrand. Comme Richard Ferrand, oui, parce qu'on peut en parler, Richard Ferrand. Alexis Bachet. Non, le problème, c'est que d'abord, ça tombe à un moment particulier. C'est au moment où le gouvernement a présenté la réforme et on veut mener au bout cette réforme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tombe mal. Ouais. Mais je pense que si M. Delevoye ne démissionne pas, ça va accroître la défiance, tout simplement. Je veux dire, il faut le dire de manière extrêmement simple. Oui, mais vous dites ça comme si c'était un truc dramatique. On y est déjà dans la défiance. Ça va accroître la défiance. Elle existe déjà. N'oubliez jamais que Emmanuel Macron avait été élu notamment sur la promesse de réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Ouais, est-ce que vous croyez que cette séquence-là, qui vient après d'autres, va emprunter ce chemin-là? Non. Moi, je pense que ça fait le lit du populisme. Et la réponse qui consiste à dire, pardon Najwa, chez le Rassemblement National, chez le PS, chez les Républicains, il y a aussi des mis en examen. Oui, c'est ce qu'on répond depuis des années. C'est pas une excuse. En réalité, ça fait quoi? Ça fait monter l'abstention. Ça fait monter l'abstention et finalement le populisme en profite parce que le populisme n'a pas exercé le pouvoir et qu'au bout d'un moment, ce qu'on va faire monter dans le pays, c'est le sentiment que, effectivement, tous ceux qui dirigent sont pourris et qu'il faut faire un grand coup de balai. Et le grand coup de balai, malheureusement, il sera probablement pas effectué par les partis dits démocratiques ou républicains. Il sera effectué probablement aujourd'hui par un parti comme le Rassemblement National qui n'a jamais gouverné, contrairement aux autres. Et donc les gens se diront mais c'est pas parce qu'il n'a jamais gouverné qu'il ne se doit pas d'être exemplaire. Non, ça encourage les votes extrêmes. Ça, j'ai compris. Alors Najwa, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Coup de gueule. Contre. Alors un coup de gueule parce que j'ai été vraiment traumatisée par la violente agression d'un étudiant dans le métro. Parce qu'il parlait en hébreu au téléphone à son père. Et ça, j'ai trouvé ça mais vraiment scandaleux. Et les premiers éléments de l'enquête prouvent que le mobile serait antisémite. Oui, c'est ça, parce qu'il faut toujours être assez prudent. Exactement, c'est pour ça que je parle de l'enquête. Voilà. Il y a une enquête qui a été menée. Les premiers éléments s'orienteraient vers un acte antisémite. Et là où mon coup de gueule est d'autant plus, j'allais dire, accentué, c'est que j'ai pas beaucoup entendu d'associations antiracistes vraiment se mobiliser en disant c'est un scandale, on peut pas accepter ça, etc. Enfin, je veux dire, j'ai pas entendu grand monde. D'où mon coup de gueule, surtout à l'heure où les actes antisémites explosent en France, ça faut bien le rappeler. Et donc, il faut vraiment que le racisme et l'antisémitisme soient combattus, mais voilà, de manière égalitaire, j'allais dire, et sans faire, sans se mobiliser de manière différente. Ouais. Vous faites tout à l'heure, je le rappelais également à propos des insultes proférées contre les chauffeurs de la RATP non grévistes qui se sont fait traiter de PD, de suceurs de bites et autres. Ah oui, quand même. Ah oui, vous n'avez pas entendu ça? Oui, on va vous passer le son. Je crois que Jamel doit avoir le son. Écoutez sur les réseaux sociaux. Les suceurs de but, les suceurs de but, les gros suceurs de but. Voilà. Alors, hier, Quotidien est allé les interroger et pour leur défense, ils ont dit oui, c'est une chanson. Alors, je suis allée voir, effectivement, c'est une chanson de VG Dream. Je ne vais pas vous passer la chanson parce que les paroles se résument à enculer suceur de bite. Donc voilà, grosso modo, je ne sais pas si c'est une bonne excuse, mais il n'y a pas eu beaucoup de protestations des associations, et pareil. Même des syndicats. Et même, des syndicats. Les syndicats sont restés silencieux. Ils sont restés silencieux et pour moi, c'est des méthodes aussi totalitaires parce que le droit de grève est un droit constitutionnel, bien sûr, qu'il faut sanctuariser et respecter, mais le droit de travailler aussi,
aussi doit être respectée. Et les méthodes qui sont employées, ce sont des méthodes totalitaires. Parce que j'ai appris notamment que les noms des non-grévistes circulent sur les réseaux sociaux. Ouais. Enfin, à un moment, parce que le mouvement se durcit, vous avez raison là-dessus. C'est des donc il y a des méthodes. Alors, et en même temps, les petites violences se banalisent. Ouais. Ça, je vais vous donner la parole dans un instant, Nicolas et Alexandre, puisque vous voulez et Alexis, parce que vous voulez parler de la Grande-Bretagne. Moi, j'avais une interrogation sur la une de Match avec Roman Polanski. Alors, quand on est journaliste, et c'est le droit d'un journal, c'est effectivement, on peut mettre des interviews de qui on veut. Sauf que je trouve pas ça. Enfin, moi, ça m'a choqué qu'on lui donne la parole en disant on essaye de faire de moi un monstre. Après, on peut interroger tout le monde. On peut interroger. Alors, je le compare évidemment pas à Saddam Hussein et autres, mais. Les questions, c'est la sortie de votre film a été perturbée, mais vous avez quand même eu du succès, c'est une revanche, un soulagement. Est-ce que vous êtes tombé dans un piège? Vous avez Roman Polanski qui dit, quand on lui demande vous êtes nostalgique de vos jeunes années, tout était simple entre les hommes et les femmes, on se rencontrait dans une boîte, on dînait, on rentrait ensemble, c'était normal. Aujourd'hui aussi, Roman Polanski, on peut aller dîner avec une femme, on peut se parler, on peut rentrer ensemble à partir du moment où tout le monde est consentant. Donc voilà, et, le directeur de la rédaction de Paris Match qui était interrogé hier disait qu'il était un peu effaré qu'on donne autant la parole aux victimes. Donc c'est vrai que la présomption d'innocence existe. Après 5 pages à Roman Polanski. Mais ça doit faire malgré tout, le monde a changé. Regardez aux États-Unis. Maintenant, vous avez des applications où pour être sûr de ne pas avoir un problème. Non, attendez, c'est un vrai phénomène. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un rapport sexuel consenti librement, mais en ne prenant pas de précautions, en déclarant que vous êtes tous les deux d'accord avec une application. Mais faites pas croire que c'est comme ça aux États-Unis, de la même manière que quand on dit un homme ne peut plus prendre l'ascenseur aux États-Unis avec une femme. Mais non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il y a contractuellement des clauses où le réalisateur n'a pas le droit de fixer plus de 5 secondes un acteur. Non. Ça ne veut pas dire que c'est un généralisme. C'est-à-dire que le monde a beaucoup changé. Je pense que moi, je ne défends pas ça. Je pense qu'il faut être très respectueux de tout le monde, mais je pense que pour un vieux monsieur comme Polanski, il comprend plus le monde dans lequel on vit. Non, c'est ça que je veux dire. Non, absolument. Et puis, au-delà de ça, c'est que ces femmes, ces victimes, j'allais dire... potentiel ou parce que voilà, il y a pas de jeu, enfin je veux dire, elles n'ont pas porté plainte puisque les faits sont prescrits, donc c'est la seule manière pour elle. Il y en a une qui s'est exprimée hier en disant qu'elle regrettait de l'avoir fait parce que sa vie était foutue depuis cette affaire-là. Voilà. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est notamment qu'il y a une affaire en cours quand même aux États-Unis et que comme tout justiciable, il se doit de répondre à la justice. Donc il ne met plus les pieds aux États-Unis. C'est ça. Oui, mais c'est ça qu'on peut lui reprocher. On va passer. On va marquer une pause puis on va parler de l'Angleterre. On va dire quelques mots de Jeremy Corbyn, de Boris Johnson. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est la grève. Va-t-elle se poursuivre au-delà des fêtes, pendant les fêtes? Faut-il une trêve? 0826 300 300. Et puis les seniors sont les plus discriminés à l'emploi. 0826 300 300. Appelez-nous pour témoigner. Votre coup de cœur, peut-être. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Une phrase, une citation. Boris Johnson hier soir qui dit à la presse et qui dit suite à l'élection, ce nouveau mandat fort donne à ce nouveau gouvernement l'occasion de respecter la volonté démocratique du peuple. Voilà ce qui est advenu de ce suffrage hier pour le Brexit. Beaucoup nous ont raconté que la classe médiatique nous a raconté effectivement que les Anglais n'avaient pas compris ou les Britanniques n'avaient pas compris, ils n'avaient pas saisi les enjeux. Mais apparemment, si, ils ont très bien saisi les enjeux, les Britanniques, et j'espère que ce vent de démocratie va arriver à souffler jusqu'à nos chères côtes françaises d'ici quelques jours avant que la crise sociale s'épanche plus lourdement. Voilà, c'était mon coup de cœur. Donc, le coup de cœur. Et Alexandre, vous vouliez parler également, parce que c'est vrai que quand même, on a entendu tous les commentateurs nous dire que les Britanniques ne voulaient pas du Brexit. Là, c'est une véritable claque ce matin qui leur est infligée. Je crois qu'en tout cas, ça nous renvoie à un message extrêmement clair. C'est que d'abord, bravo à Boris Johnson. Qui n'est pas le Trump de Grande-Bretagne. Il est très outrancier tel qu'on le perçoit, mais il est beaucoup plus éduqué, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus fréquentable, si je puis dire. Il a défendu sa position. Ce qui est fascinant, c'est que il a quand même menti pour gagner et pour faire passer le Brexit, mais personne n'a pu rétablir les choses depuis. Et ça interroge évidemment les Britanniques, bien sûr, sur leur modèle et leur capacité à faire du débat, mais ça doit nous interroger, nous aussi, Européens. L'Europe, le narratif européen, le projet européen, les messages européens envoyés aux Anglais
depuis 3 ans, depuis qu'ils ont voté, 2 ans et demi, n'a pas permis de rétablir les choses. Et là, on peut se dire, effectivement, est-ce que le message, vraiment l'image du spectacle européen, du spectacle de la politique européenne depuis le Brexit, pouvait donner envie aux Anglais, finalement, de faire autre chose que d'aller dans leur voie. J'en sais, en tout cas, on a un vrai problème de narratif européen qui ne raconte plus rien, si ce n'est qui n'a l'air de poser que des problèmes. Et donc voilà, donc les Brites prennent leur liberté. Bon vent. Oui, un commentaire, Alexis Bachelet. Je peux peut-être en profiter pour placer mon coup de gueule, puisque c'était sur le sujet. Oui. Moi, j'avais un coup de gueule, sur Jeremy Corbyn, parce qu'il est co-artisan, co-auteur, producteur de cette faillite. Parce que moi, je pense que c'est quand même un échec aussi pour les Britanniques, puisqu'ils se sont engagés dans le marché commun. Ils en étaient un des acteurs, même s'ils n'avaient pas l'euro, même s'ils avaient un chemin particulier, mais ils avaient déjà un statut particulier au sein de l'Union européenne. Et je considère que dans le monde où nous sommes, se retrouver dans cette situation de crise, en fait, personne n'en sort grandi. Je pense que ni l'Union européenne, ni les Britanniques, parce que je pense qu'il y aura aussi... C'est le peuple, ils ont voté. Oui, bien sûr, il y a un moment... Non, mais la volonté populaire, moi j'ai suivi la campagne du Brexit, effectivement, elle était truffée de mensonges, de grossièreté et de caricatures. Donc en gros, les Britanniques sont des cons, c'est plus facile de gagner un référeindum en agitant des peurs qu'en essayant de construire un discours de l'opposition au moment donné de rétablir la vérité. Mais là où il faut constater que l'élection d'hier est une confirmation, c'est qu'il y avait une possibilité peut-être pour le peuple de choisir un autre chemin, et qu'ils ont confirmé, ils en ont marre. Je pense que les 3 ans du feuilleton du Brexit, le peuple britannique a envoyé un message clair. Ils disent maintenant on y va, on arrête. Mais il faut dire aussi qu'à l'intérieur de la classe politique britannique, il y a une faillite au sens où Jeremy Corbyn a mené, je pense, une des pires campagnes du Parti travailliste. D'ailleurs, c'est la pire, puisque c'est le plus mauvais résultat du Parti travailliste depuis pratiquement le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, c'était une mauvaise campagne, c'était un mauvais leader. Et en plus, il n'a pas porté, comme auraient peut-être dû le faire les travaillistes, le Remain, de dire voilà, moi si je suis élu, on fera un nouveau référendum. Et je propose, et ça n'a pas été fait. Donc effectivement, en réalité, quand vous avez d'un côté un chemin clair, qui est celui de Boris Johnson, qui avait fait la campagne du Brexit, avec les arguments qu'on sait, qui avait gagné la campagne du Brexit, qui ensuite dit, moi, je veux aller au bout de ce mandat-là, il faut me le donner, et qu'en face, vous avez rien. Vous avez quelqu'un qui a un positionnement hyper à gauche, qui sur la question du Brexit n'est pas clair, vous avez un boulevard. Voilà. Donc c'est à la fois effectivement un succès pour Boris Johnson, une confirmation du choix des Britanniques, mais il faut aussi constater qu'en face, c'est une faillite politique. Moi, j'ai interrogé quelques amis britanniques ce matin, juste pour avoir leur avis, parce que c'est malgré tout un vrai tournant. Parce que là, il n'y aura pas de retour en arrière. Et ils sont un peu effondrés, parce que malgré tout, le Brexit n'est pas une bonne nouvelle si on se projette un peu. Mais en même temps, ils se disent qu'ils sont soulagés de ne pas avoir Corbyn, parce que Corbyn est pire que Mélenchon. C'est un vrai gros sujet. Au moins, ils ont un leader fort, qui est élu pour 5 ans, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas un abruti. Oui. Donc, je pense que le naufrage, je reviens à ce que dit Alexis, je suis assez d'accord. En fait, Corbyn ne s'est pas du tout positionné sur le Brexit. Il n'a pas été clair sur ces questions-là. Et je pense on va revenir en France 3 secondes. Je pense qu'aussi, c'est le problème de la droite républicaine qui a du mal aussi à se positionner très clairement sur l'Union européenne. Et c'est mon analyse sur la réalité de leur claque qu'ils ont prise aux européennes. C'est à partir du moment où aujourd'hui on se positionne ou pas, il faut savoir se positionner, soit dedans, soit dehors. Et tous les gens qui ne se positionnent pas, et d'ailleurs, l'Assemblée nationale aussi, de se positionner. Ce matin, Bardella, chez nos amis de RMC, a dit oui, non, je sais pas. Il a beaucoup bafouillé, ce garçon. Il est jeune, faut être indulgent. On ira se présenter devant les institutions européennes. Mais en fait, se présenter, ça veut dire quoi? Donc, je reviens. Et je reviens, voilà, ça, on en reprend en discuter de François Asselineau, mais je reviens à ça, à Corbyn. Je pense que les raisons de son naufrage aussi, c'est de ne pas se positionner clairement sur Brexit ou pas Brexit. Oui, voilà. Alors, moi, j'aimerais simplement un peu rappeler le passé, c'est-à-dire pourquoi on en est arrivé à ces élections-là. C'est que on part d'un premier référendum de 2016 où les résultats étaient extrêmement serrés. 52%. C'est ça, 51,9 contre 48,1. Donc victoire serrée, un peuple, ça va, un pays scindé en deux. Et donc certains
hommes politiques en ont profité pour dire en effet, le peuple a mal compris. Il faut ce qu'a dit Alexis Bachelet. Il faut réexpliquer les choses. Et vous savez, comme la réforme des retraites, on n'a pas compris. Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle le référendum concernant le traité de Maastricht, où on disait et les Français n'ont pas compris pour le peuple. Donc, et 2005, on les a carrément violés démocratiquement après. Et c'est ce qui s'est passé. 2005, on les a violés démocratiquement. Il est très très simple le traité. Allez, on se retrouve dans un instant. Grève, faut-il une trêve à Noël? Qu'en pensez-vous? 0826 300 à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch. Alexis Bachelet, ancien député PS. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Je vous pose la même question que j'ai posée à Nicolas Corato. Vous gagnez autant que Jean-Paul Delevoye avec dans votre think tank. Oui, bien sûr. 5300 mais en plusieurs générations. Plus même. Najwa El Haïté, élue d'Evry, et votre livre s'intitule Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Un petit mot, tiens, juste comme ça en passant, Nike qui recommercialise des vêtements féminins pudiques, à savoir des maillots de bain, des burkinis, sans l'appeler burkini. Voilà, je signale parce que je vois passer ça sur Twitter. Voilà, c'est juste avant les fêtes. Là, il faut distinguer la loi et j'allais dire, et nos valeurs républicaines que nous défendons, dont l'égalité entre les femmes et les hommes. La loi le permet. Après... Je pense mais signaler, voilà, pour ceux que ça intéresse, Nike commercialise ce type de vêtements. C'est du business. C'est ce que j'allais dire. Donc, ils ont le droit de commercialiser. Pur et dur. Faut-il une trêve à Noël? Donc, y aura-t-il des trains à Noël? C'est la question qui se pose. La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée dans sa deuxième semaine. Et hier, vous avez entendu Laurent Brun de la CGT Cheminots qui a affirmé qu'il n'y aurait pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant. Pour Édouard Philippe, c'est une menace insupportable. Qu'en pensez-vous? 0826 300. On attend vos réactions. Et vous, qu'en pensez-vous, Najwa El Haïté? Est-ce que il y aura une trêve de Noël? Est-ce qu'il devrait y avoir une trêve? On l'espère tous, mais à mon avis, on peut répondre que de manière incertaine, puisque, comme vous le disiez, la CGT, Sudrail et FO sont droit dans leurs bottes. Et tant que le gouvernement ne reculera pas, ils iront jusqu'au bout et la trêve de Noël, il n'y en aura pas. Tandis que les syndicats plus réformistes comme la CFDT... ils sont un peu plus nuancés. Ils sont beaucoup plus nuancés. Ils restent ouverts à la négociation. Continuer la négociation. Donc, tout ça m'a l'air un peu mal parti, puisque... La CGT Cheminots est le premier syndicat à la SNCF quand même, et le leader chez les conducteurs. Donc je rappelle quand même ces données-là. Sudrail, 3e syndicat représentatif de la compagnie ferroviaire, et FO, 5e syndicat. Donc autant vous dire que par rapport aux syndicats réformistes, ils pèsent. Oui, absolument. Alexandre Malafaille. Une fois n'est pas coutume, moi je suis plutôt d'accord avec ce mouvement, en tout cas, qui vise à contrer un projet qui est mal ficelé, qui, même s'il contient une part de choses intéressantes, n'est pas satisfaisant à bien des égards. En plus, on passe sous silence toute une série de régimes autonomes qui vont se faire massacrer par la réforme, mais dont on ne parle pas parce que c'est moins intéressant que tout le reste. Alors, après, que peuvent faire les syndicats? C'est vrai que c'est très compliqué pour eux. Lâcher, c'est impossible. Il y a eu tellement de, si je puis dire, de difficultés pour eux l'année dernière avec la réforme de la SNCF. Ce coup-ci, ils ne veulent pas se faire avoir. Et en même temps, il y a l'opinion. Moi, je serais favorable, en tout cas si j'étais eux, à dire on va pas lâcher, mais on va faire la trêve des confiseurs, c'est-à-dire la grève des confiseurs, c'est-à-dire passer à travers les fêtes de Noël avec un vrai service pour que les Français puissent aller faire leur fête de fin d'année, leur Noël, leur moment de convivialité, leurs courses, et reprendre de plus belle, et pourquoi pas de plus dur, le 6 janvier, mais qui permettrait de s'attacher l'opinion. Parce que si on sabote le Noël des Français, le 31 janvier des Français, je pense que quand même à un moment donné, c'est ce que, à mon avis, joue le gouvernement, en disant ça va finir par les lâcher complètement. Je pense que le gouvernement voit mal, parce que, à mon sens, les syndicats sont aussi agressifs parce que la base est en train, à mon avis, de les déborder. La base est extrêmement remontée contre cette réforme-là, et je crois qu'aussi, on est bien au-delà de la réforme des retraites. On est vraiment sur un rejet massif de cette politique néolibérale. Et il y a les profs aussi, les hospitaliers, les routiers, rappelons, pour 4 syndicats qui ont appelé le 16 décembre. Et à mon avis,
avis, les syndicats, les responsables syndicaux, ce qu'on appelle les leaders syndicaux, ils montrent les dents parce que derrière la base est extrêmement remontée. Et je pense qu'aussi une partie des Français, on l'a vu hier, Figaro Doxa, 68% des Français pensent que le mouvement est justifié. Donc je crois qu'on va au clash absolu, grève ou pas grève. Pour Noël, on verra. Enfin, à un moment donné, il va bien falloir que le gouvernement pose la question. Je le dis très clairement, en connaissance de cause, je pense, d'un référendum sur cette réforme-là. Parce que ça fait quand même que les Gilets jaunes, on rappelle, un an, tout le monde le sait. Là, on a pour moi, les Gilets jaunes, c'était que la première vaguelette de ce mouvement social. Aujourd'hui, on arrive là-dedans dans ce conflit très dur. J'avais parlé de muraille, d'ailleurs, très récemment. Ouais. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de poser un référendum là-dessus. On verra bien. Le gouvernement nous dit, les Français, je le vois, nous dit, les Français sont satisfaits ou veulent une réforme. Ah oui ? Eh bien, très bien. Si vous êtes droit dans vos bottes, vous aussi, ce qui est vrai, posez un référendum. Voilà, là vous avez raison, pardon, j'ai juste pour dire un point, ils ont évoqué le fait que c'était un nouveau contrat social. Et ça n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Non. Ça, c'est il y avait une réforme des retraites. La réforme des retraites, elle a été annoncée quand même dans son programme. Oui, c'est vrai, mais pas présentée comme on vous propose un nouveau contrat social. Alors, c'est les mots du Premier ministre. Parce que vous connaissez les chiffres. Moi, je connais les mots. Je connais les mots. Non, pardon, le nouveau contrat social, on en parlera tout à l'heure. C'est le gouvernement qui a inventé ces chiffres. Non, mais d'accord, mais le nouveau contrat social, c'est pas des chiffres. Non, mais vous faites quoi d'ici 2025 ? Je pense les chiffres sont énormes. Je les ai sous les yeux. Après, il y a d'autres infos. Il y a Gilles Raveau. Attendez, vous croyez qu'il faut bloquer le pays ? Vous croyez qu'il faut opposer les Français comme ça ? Vous croyez qu'il faut mettre en panique tous les commerçants ? Je n'ai pas dit. Les commerçants, c'est terrible d'ailleurs. Il y en a qui mettent même la clé sous la porte. Non, moi, en tous les cas, tout comme le gouvernement a dit qu'il souhaitait continuer les négociations. La porte d'Édouard Philippe n'est pas parfaite. Mais ce matin, j'entendais quelqu'un qui disait on a claqué la porte sur les doigts de la CFDT, on leur dit on va rouvrir la porte. Vous croyez qu'ils ont envie de remettre la main ? C'est vrai que c'est dommage. C'est quand même compliqué. D'autant que c'était l'âge pivot qui... C'est l'âge pivot qui était mais est-ce que... le point de non-retour. Alors, on ne va pas revenir sur tous ces débats, parce que là, on est vraiment sur la trêve, mais la question, c'est justement, est-ce que ce n'est pas une marge de manœuvre pour eux aujourd'hui, c'est-à-dire d'être allé au-delà d'avoir franchi cette ligne rouge de manière à dire, bon, voilà, on va concéder là-dessus, comme ça, tout le reste va passer. Mais pourquoi aujourd'hui on parle de trêve ? Pourquoi est-ce qu'on en est à parler de trêve ? Parce qu'on a un gouvernement et un président de la République qui ont eu le génie de proposer une réforme sociale majeure contestée le 11 décembre. C'est formidable, le calendrier. Je veux dire, on en est à parler de ça parce que tout simplement, on est à quelques jours de Noël, que tout le monde a envie de se reposer, de passer un moment en famille, de penser à autre chose, mais que la trêve, il faut la demander dans les deux sens. On aurait pu aussi demander une trêve au gouvernement en disant, est-ce que vous êtes obligé de proposer cette réforme-là à ce moment-là ? On est un an après le mouvement des Gilets jaunes. Non mais on peut quand même aussi prendre un peu de recul. On n'est pas obligé d'avoir le nez sur les événements et de commenter ce qui se passe en direct. Là, on est les pieds dedans, on est dedans jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Alexandre. Je pense que de toute façon, il va y avoir une trêve. Parce que même au moment du mouvement des Gilets jaunes, et l'année dernière on était quand même dans un moment incandescent, il y a eu entre Noël et le jour de l'an une trêve, et il y en a toujours, quel que soit, même en 95, le mouvement s'est arrêté avant. En 95, pourquoi il s'est arrêté ? Parce que le gouvernement a reculé. Absolument. Mais là, on a compris que le gouvernement ne reculerait pas. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à mon avis, la semaine prochaine, il y aura une mobilisation plus importante que celle de la semaine dernière. Donc le message qui sera envoyé, c'est un message à l'identique de celui de la semaine dernière, renforcé. Je pense que l'opinion massivement va soutenir le mouvement, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, même au sein du gouvernement, il n'y en a pas un qui dit la même chose sur les simulations pour les uns et les autres. Et qui se trompe, hein. Et que cette réforme sociale, elle impacte tout le monde. Elle impacte des millions de salariés, qu'on soit du privé, du public, qu'on soit même en retraite. Même un retraité peut être inquiet pour ses enfants et ses petits-enfants en se disant, mais est-ce que dans quelques années, si mes enfants sont à la retraite, je vais pas me retrouver à devoir les aider parce qu'ils auront une pension trop basse, etc. Donc moi, je pense qu'effectivement, le mouvement, s'il s'interrompt, il reprendra très fort en janvier. Et qu'on est malheureusement au début d'une crise sociale. Vous savez bien qu'interrompre un mouvement, c'est jamais non plus très bon pour les négociations. C'est-à-dire que ça affaiblit des syndicats. Genre vous êtes plus fort, je parle des syndicats, vous êtes plus fort si vous êtes en bras de fer avec une grève que si vous devez remobiliser tout le monde en janvier. Il faut avoir l'opinion pour soi, et c'est vrai que saboter Noël et 31, c'est... Je pense qu'il y aura, de toute façon, si la mobilisation de la semaine prochaine est réussie, on sera le 17 décembre. Bon, je pense que les syndicats, qu'est-ce qu'ils font après une journée de mobilisation forte ? Ils se réunissent en intersyndical et ils décident d'une autre date. Je suppose qu'ils vont pas décider de refaire une journée d'action le 23.
Ou le 24 décembre. Enfin, je sais pas. Moi, je conseille rien aux syndicats. Ils sont libres et indépendants. Mais CGT, tout est possible. Si j'étais eux, j'écouterais le conseil d'Alexandre Malafaille. Je dirais voilà. Il y aura de toute façon pas d'avancée significative puisque Édouard Philippe, même s'il dit que la porte est ouverte, quand même il a fait des annonces, y compris paramétriques. Mais j'ai pas l'impression. Le problème, Najwa, c'est qu'en fait, c'est quand même délirant. C'est quand même délirant. Delevoye, ça fait 18 mois qu'il travaille. Travaille au pluriel, parce qu'en fait, il avait plusieurs travails. Enfin bon, ça fait 18 mois qu'il est dans la concertation. Bon, au bout de 18 mois, soi-disant, il devait apporter un produit fini. Et le gouvernement le reprenait à son compte. Bon, en réalité, rien ne s'est passé comme ça a été annoncé. Ça a été en permanence des reculades. Des allers-retours. Les négociations. Et là, on a l'impression que normalement, on allait avoir le produit fini. Eh ben non. Et on nous dit qu'en fait, non. Donc, franchement, c'est incompréhensible. Et avec des subtilités de taille. Quand le gouvernement dit voilà, on renvoie aux partenaires sociaux, mais s'ils s'entendent pas de toute façon, il y a une loi cadre qui réglera tout. C'est pas comme ça qu'on crée des conditions. Oui, c'est pas comme ça qu'on crée des conditions. C'est ce qu'ils ont fait avec les partenaires sociaux, avec la réforme de l'assurance chômage. C'est la même chose. Entendez-vous? Non, très bien, on prend la main. Ah bah oui. On a nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Jean-Louis nous dit Noël gratuit dans les transports et retour aux grèves. Voilà une proposition qui est intéressante. Patrice qui nous appelle de Pau. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Valérie. Bonjour à toute l'équipe. On vous écoute. Oui, une simple question. Vous êtes où vous, physiquement Sud Radio? Parce que à Paris. Je sais pas du tout. À Paris, d'accord. Pourquoi? Non, c'est pas par curiosité, parce que je savais pas du tout où se trouvaient les studios. Voilà. Eh ben écoutez, on est à Paris. Vous venez quand vous voulez. Oui, moi, venez. Ouais, vous êtes à Pau. Payez-moi un billet de train, je viens. On veut bien vous le payer, mais je suis pas sûr que vous ayez des trains pour venir nous voir. Ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Écoutez, moi je trouve la question un peu incongrue, et je pense que ce gouvernement il veut tout passer en force vite, il a été très mal élu. Mais qu'est-ce qui est incongru? De demander qu'il y ait une trêve? Oui, je pense, parce que je pense que les luttes sociales, dans le temps, les gens ne se sont pas posé les questions de savoir si on faisait une trêve. En 1936, je pense que les gens qui réclamaient des congés payés, des salaires décents, ils ne pensaient pas à faire des trêves. Et en 68, je pense que ça a été la même chose. Et j'espère que ce sera la même chose pour ce mouvement social-là. On a affaire aujourd'hui à un pouvoir qui n'écoute plus personne. Il n'écoute même plus les électeurs ou les Français, en tout cas, ils ne sont plus écoutés. Ils ont ce sentiment-là. Moi, je suis sur le mouvement des Gilets jaunes depuis le début du mouvement. Il y a une incompréhension, il y a un langage qui est très différent entre les gens de pouvoir et les gens du peuple, entre guillemets, quels qu'ils soient riches, pauvres ou moyens, quoi. Je fais pas de différenciation. Moi, je suis pas un bouffeur de riches, mais on a vraiment ce sentiment-là de pas être écouté. Nous, on subit de plein fouet des réformes sociales. Moi, ma femme, elle est au chômage depuis un mois, elle est aide-soignante. On n'a pas pu payer le loyer ce mois-ci parce que les allocations chômage ont baissé de 30 à 40%. On est dans cette réalité-là, quoi. On est plus, nous, dans des jeux de pouvoir et de guéguerre intestine entre mais donc vous dites il faut tenir bon jusqu'à ce que la réforme soit retirée, quoi, ou soit modifiée en tout cas. Moi, je pense que déjà le terme de réforme me convient pas, quoi. C'est de la casse d'un système profond qui fait de la solidarité une base de notre vivre ensemble, quoi. Ouais. C'est pas des 20 mots, quoi. Vivre ensemble, moi, c'est la petite voisine du rez-de-chaussée que je vais accompagner pour aller faire ses courses, quoi. C'est pas autre chose. Ouais. Maintenant, dans la vraie vie. Maintenant, ce qui se passe dans la vraie vie aussi, Patrice, et je sais que vous êtes nombreux à dire que enfin, je dis pas vous, mais dans nos auditeurs à dire que c'est comme ça, mais qu'il y a des commerçants, qu'il y a des gens qui peuvent pas aller travailler, qu'il y a, quand vous voyez les images, et c'est vrai que je voyais sur Twitter quelqu'un qui faisait remarquer que quand on regarde les images du métro, on voit que ce sont principalement des gens de couleur qui sont dans le métro, des gens qui habitent assez loin. Donc là, je parle vraiment de Paris. Donc ce sont les plus pauvres aujourd'hui qui souffrent aussi de cette grève. Donc faut aussi l'entendre. Ça, c'est pas pour sauver les riches. Les plus pauvres, ils ont quand même intérêt à ce qu'il leur reste un droit à la retraite dans 10, 15 ou 20 ans. Oui, sauf qu'il faut qu'ils bouffent aujourd'hui aussi. Mais d'accord, mais... Comme ça, hein.
Non, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Patrice, je pense que, Patrice, vous avez bien résumé la situation. Aujourd'hui, pour moi, c'est une vraie lutte des classes sociales, avec une France périphérique qui est totalement paupérisée sur les territoires, et une politique néolibérale incarnée par Emmanuel Macron et d'autres. Donc Jean-Paul Delevoye est un des artisans qui continue à aller, effectivement, c'est la retraite par capitalisation, mais c'est la baisse de l'assurance chômage. C'est aussi, faut le dire, une nouvelle fois, faut le dire, c'est aussi des politiques qui sont poussées par Bruxelles, c'est des politiques qui sont poussées par l'Union européenne, et ce qui arrive aujourd'hui, ça pose la question, c'est pour ça que je veux parler le Brexit également, mais je crois qu'il y a vraiment, c'est une lutte des classes aujourd'hui. Quand on parle de l'affaire BlackRock, c'est quand même les fonds de pension qui sont là, c'est des gens qui sont en train de guetter cette réforme-là pour aller vous vendre de la capitalisation à des gens qui auront les moyens, ceux qui pourront pas, ils n'auront pas de capitalisation, ils ne pourront pas le faire. Mais ça va être encore plus saillant et saignant bientôt. J'avais une question, Patrice, si vous êtes toujours là, vous dites que votre... Ah, il vient de raccrocher. Parce qu'il disait que sa femme était aide-soignante. On a un auditeur qui dit aide-soignante au chômage, c'est relativement rare puisqu'on en manque. Donc c'est de savoir pourquoi elle était au chômage. Est-ce que c'est la pénibilité aussi? Parce qu'il y a de ça aussi. Hein. C'est qu'il y a un moment, ces métiers-là, il y a des aides-soignants, par exemple, dans les maisons de retraite. Ils ont aussi au statut privé. Donc mais bon, il y a du travail dans ce domaine. Il y a du travail dans ce domaine. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça, si Patrice peut nous rappeler. Il n'habite pas dans une grande agglomération. Patrice, vous êtes revenu. Faire 50 km pour aller au boulot. Patrice, vous êtes là. Pourquoi elle est au chômage, votre femme? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle est sur des contrats courts parce que il y a pas vraiment d'embauche. Elle était à l'hôpital psychiatrique à Pau depuis plusieurs mois. Ouais. Et donc on l'a débarquée du jour au lendemain, et elle est au chômage depuis 1 mois. C'est quelqu'un qui travaille, qui a envie de travailler. Mais c'est vrai que c'est un secteur où on recrute beaucoup. C'est très désagréable, Valérie, d'entendre ces discours réactionnaires, aller au chomage, alors c'est une feignante, quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout, c'est pas ce que dit l'auditeur, et c'est vrai, il disait, et c'est vrai que c'est un secteur où on recrute beaucoup et où on manque de personnel, donc c'était la question, c'était pas un jugement. Non, mais d'accord, j'entends bien. Le problème, c'est qu'il y a travail et travail. Ouais. Et ma femme, elle a 43 ans. Elle est usée par 20 ans de bar parce qu'elle a été barmaid. Avant de travailler en qualité d'aide-soignante, elle a été barmaid. Et lorsqu'on travaille dans des EHPAD où il faut faire 15 toilettes à la chaîne tous les jours, en bougeant du poids, etc., ça use physiquement. Bien sûr, non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avant qu'on vous reprenne. C'était la question. Et je sais, j'ai des aides-soignantes dans ma famille et je vois dans quel état elles sont aujourd'hui pour avoir, effectivement, c'est des métiers. Mais c'était une question qu'on se posait parce que c'est vrai que c'est des métiers où il y a beaucoup de demandes. Merci, Patrice. On a Marie également qui souhaitait réagir. Bonjour, Marie. Ah bon, après la pub, me dit Jamel. Eh bien, ce sera après la pub. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On est en manque de temps, on n'aura pas le temps de parler de tout ce dont on voulait parler. On a Marie en ligne avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Donc on vous écoute. Alors moi je suis pour qu'il n'y ait pas de trêve. Oui. Parce que je pense que les grévistes se battent pas que parce qu'on parle beaucoup des régimes spéciaux. Mais je pense qu'ils se battent pas que pour ça. Ils se battent aussi, il faut savoir, moi je suis très en colère déjà par la réforme qu'il y a eu sur l'assurance chômage. Ça a été un vrai scandale et c'est un vrai scandale. J'ai fait 2 ans de contractuel en territorial et je me retrouve au chômage, j'ai 66 ans. J'ai pas assez de trimestres parce que j'ai vu une vie hachée. Il va falloir que je travaille. Vous croyez qu'on va me réemployer maintenant? Ben non. Certainement pas. Ben non. Donc moi je suis pour ceux qui font la grève. Pour qu'on revienne à quelque chose de social, qui n'existe plus du tout. En plus, j'habite en campagne, il n'y a plus de service public, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas un sou pour mettre de l'essence, et vous n'allez pas à Pôle emploi. Oui. Non, voilà. Mais c'est une situation qui est, ce que vous décrivez, c'est dramatique. C'est dramatique, et malheureusement, la plupart des médias télévisés, ils survolent tout ce problème de la précarité, parce qu'on parle de la précarité des jeunes, ça c'est un fait. Mais ce sont les seniors qui sont les plus touchés. Mais vous touchez une retraite aujourd'hui? Ah mais non, pas du tout, j'y ai pas le droit. J'ai eu une coupure, j'ai eu une vie hachée parce que j'ai élevé des enfants, je me suis occupée de mes parents. Donc il faudrait que je bosse, mais même en bossant encore 2-3 ans, j'aurais pas une retraite. Je serais au minimum vieillesse. On est combien comme ça? Ouais. Et pourtant, voilà.
Merci. Oui, mais ce que vous dites est effectivement représentatif de beaucoup de situations. Et c'est cette question que je voulais aborder aussi de l'emploi des seniors. On nous dit que vous allez travailler jusqu'à 64 ans minimum. Comment on travaille aujourd'hui jusqu'à 64 ans quand on sait qu'un senior sur 2 est au chômage ? Il ne retrouve pas d'emploi. C'est là où la façon d'aborder les problèmes par le gouvernement, et je suis assez d'accord sur l'approche libérale, gestion, il y a un problème avec les déficits du système des retraites, d'accord. Mais les vrais sujets ne sont pas là. Tout ça, c'est des outils qu'il faut après plaquer sur un projet. Et le projet aujourd'hui, si on réfléchit un petit peu, c'est dire la vie des gens a changé. Avant, globalement, on avait 3 temps. On faisait des études, on bossait, puis on avait quelques années, et puis c'était fini, quoi. Aujourd'hui, la vie, elle est beaucoup plus longue, c'est formidable. On fait des vraies études jusqu'à 20-25 ans. On a un âge de maturité professionnelle qui nous amène jusqu'à 55 ans. Et là, globalement, tout le monde, entre guillemets, grandit, s'éclate plus ou moins bien. Tous les métiers ne sont pas faciles. Mais enfin, il y a cette force de la nature qui fait qu'on est poussé. Et à partir de 55, ça devient plus difficile. Mais en revanche, on garde une capacité à bosser, mais à faire peut-être autre chose assez tard. On le voit dans le domaine associatif. Moi, je le vois avec Synopi, avec notre think tank. On a plein de gens qui sont très engagés jusqu'à 75 ans et qui n'ont pas envie de lâcher, mais qui ne veulent pas rester sur des activités extrêmement lourdes, dures, pénibles. Et donc cette question du 3e temps professionnel, il n'est pas posé. On aurait dû. Alors j'ai entendu le Premier ministre hier. Les gens qui s'engagent dans les think tanks ou des choses comme ça sont des gens qui ont les moyens de le faire. Aujourd'hui, on parle de survie dans le cas de Marie. Il y a plein d'associatifs, mais les gens ont besoin de bosser. De toute façon, ce qui est certain, c'est que le Premier ministre, vous avez peut-être passé sous silence. Il y a quelques jours, dans son discours, il disait qu'il s'attendait pour janvier le rapport de Sophie Bellon, la patronne de Sodexo, justement pour traiter la question de l'emploi des seniors. Et pourquoi on ne traite pas la question de l'emploi des seniors, la question de l'emploi tout court, et puis après la question de la dépendance, qui vient à partir de 75 ans, et après on imagine un système de retraite et de solidarité. C'est dans cet ordre-là qu'il aurait fallu poser les problèmes, pour redonner du sens au projet, retrouver peut-être des moyens et de la motivation. Parce que là, en fait, on règle, c'est du palliatif, pardon. Le système aujourd'hui qui est proposé, c'est du palliatif. De toute façon, il va être tellement compensé par... Vous disiez qu'il y avait des bonnes choses quand même. Non, mais d'accord, tout n'est pas à je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est du palliatif, vous allez voir, parce qu'il va y avoir tellement de pression par ceux qui peuvent l'exercer qu'au bout du compte, on va faire un système à points qui sera exactement comparable à celui qu'on avait avant, avec les compensations qui seront à cœur d'eux, ceux qui seront les plus râleurs. Voilà, donc je veux dire que globalement, ce système, il est absurde tel qu'il est monté, et il ne règle pas les vrais problèmes de fond de la société, c'est ça que je veux dire. Non mais... Enfin, moi, je pense notamment aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils ne sont pas aux côtés des manifestants. Je pense aussi aux femmes. Il y a aussi des avancées. Il y a des avancées dans ce projet. Mais ça ne règle pas le problème des seniors, ça ne règle pas la question de la dépendance. Les EHPAD continueront à coûter 4 000 € par mois. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'une bonne réforme des retraites doit s'accompagner d'une vraie réflexion sur l'employabilité des seniors. Mais ça, c'est indéniable. Oui. D'accord, mais dans une idée de Startup Nation, les seniors n'ont pas leur place, les seniors n'ont pas leur place, la flexibilité. Non, mais vous exagérez. Voilà. C'est pas Emmanuel Macron qui a parlé de Startup Nation, de flexibilité, de mobilité, de façon de se déplacer. Cette France périphérique, elle est complètement claquemurée dans ces territoires. Les auditeurs que nous avons au téléphone aujourd'hui, c'est cette France périphérique. Là, on parle même pas de seniors. Bien sûr qu'il y a une France périphérique. Donc c'est totalement unique. Mais attendez, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron n'a rien fait, puisque suite au mouvement des Gilets jaunes, je vous rappelle quand même qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, la diminution de l'impôt sur le revenu, la défiscalisation également des heures supplémentaires. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas répondu notamment à quelques attentes quand même, et notamment à l'augmentation du pouvoir d'achat d'une certaine catégorie. Vous voulez qu'on parle de l'allocation chômage, vous voulez qu'on parle de la réforme des retraites, vous voulez qu'on parle aussi de toute une série de mesures qui sont en train de paupériser les gens. Parce que depuis tout à l'heure, moi je vous dis, qu'est-ce que vous proposez par rapport à un déficit quand même français qui est énorme, je vous renvoie à la déclaration de Gilles Raveau sur les fonds de réserve. Vous ne me répondez pas. Qui atteint plus de 2000 milliards d'euros. C'est énorme. Et là, on ne compte même pas le déficit des retraites. Eh bien, proposez des choses. On est au bord du gouffre. On est au bord du gouffre. Mais c'est la vérité. On est au bord du gouffre. Je vais aller piocher les différents avis. J'ajouterais, sauf que j'ajouterais que l'inquiétude des Français est tout à fait normale. Elle est tout à fait elle est tout à fait normale. Qui ne s'inquiéterait pas de l'avenir de ses enfants, de la retraite aussi de ses enfants. Et donc là, cette réforme se veut aussi une réforme qui pense aussi aux futures générations. Après, elle n'est pas parfaite. Elle se fait il y a des choses positives et il y a des choses qui le sont moins. Et d'ailleurs,
bien, les négociations continuent. Mais on ne peut pas dire que le pouvoir n'écoute pas les Français. Je vous dis, après le mouvement des Gilets jaunes, des mesures ont été prises. Les petites retraites indexées à l'inflation. Est-ce qu'on peut juste faire remarquer... Je suis pas homme politique, moi. Je suis journaliste. Est-ce qu'on peut juste faire remarquer... C'est très bien, mais les propositions aussi, elles peuvent être intéressantes. Juste faire remarquer que ce qui est en train de se passer, ça ressemble furieusement à ce qu'on vit depuis 20 ou 25 ans, où des gouvernants, quels qu'ils soient, Emmanuel Macron n'a rien inventé, c'était pareil à l'époque de François Hollande, Nicolas Sarkozy, mettent le couteau sous la gorge des peuples, en disant si vous ne soutenez pas cette réforme-là, on est au bord du gouffre, c'est la fin de la fin, on n'a plus d'argent, on est au bord de la faillite. Mais c'est la réalité, c'est la réalité qui a un problème. C'est un discours que j'appelle moi le discours du couteau sous la gorge. Ça n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ça n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'autres projets qui pourraient faire peut-être plus rassembler. Oui, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de problème avec les retraites et qu'il ne va pas y avoir de problème avec les retraites. Il y a un problème. Le problème des retraites, moi j'en entends parler depuis que j'ai 5 ans. Oui. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, il y en a déjà eu beaucoup. Allez. Et elles ont parfois été mieux portée. Là, elle est très mal portée parce qu'on n'est que sur l'aspect comptable, gestionnaire, et ça ne prend pas en compte les aspirations globales des Français et ça ne projette pas dans l'avenir. Allez, c'est fini. Merci, pardon Cynthia, qu'on n'a pas eu le temps de prendre, mais je pense que vous aurez l'occasion de vous exprimer dans l'émission d'André Berkoff et toute la journée sur Sud Radio où on vous écoute et qu'on est content de vous avoir avec nous, auditeurs de Sud Radio. Très bonne journée, très bon week-end et à lundi.